voilà les clés, j'arrête. Je vais voir mon concurrent, je lui demande un dossier, je loue un camion, je vends sur le bon coin. Évidemment, je suis un déménageur complètement nul, je casse la moitié des meubles dans mon camion. Juste, je crée des annonces avec mon compte perso en disant j'ai tel meuble à vendre. Si ça se trouve, vos darons m'ont acheté des meubles. On est construit pour que ça soit très compliqué pour un particulier de nous acheter. Le vol, il est hyper simple. Le mec, il a aucune donnée tangible sur laquelle s'appuyer. Un mec, il est bon s'il est libre. Si tu le contrains à faire quelque chose, il va mal le faire. Aujourd'hui, 150 000 €, c'est un peu plus de la moitié d'un mois en chiffre d'affaires. Bonjour et bienvenue sur Wild Talks. Ici, on reçoit des entrepreneurs qui nous racontent leurs projets, le lancement de leurs projets jusqu'à leur session et bien au-delà, et aussi des professionnels du conseil juridique, financier, fiscal, pour répondre aux questions que tout entrepreneur se pose sur son parcours. Et aujourd'hui, du coup, on accueille Jules Préto, le fondateur de Ridesk, qui va nous parler un peu de son parcours, de son projet entrepreneurial, de sa vision sur ce secteur d'activité, et qui va nous raconter un peu ses défis du quotidien. Trop bien, enchanté, ravi de prendre ce temps avec vous. Ravi de te recevoir parmi nous, Jules. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de Ridesk, finalement? Te présenter un peu ton projet entrepreneurial. Du coup, je m'appelle Jules, j'ai 26 ans, je suis le fondateur de Ridesk. C'est une société que j'ai montée à la fin de mes études avec deux volontés, la volonté d'avoir un impact environnemental et la volonté d'avoir un impact social en recréant du lien entre les couches sociales de la société. Ridesk, c'est le spécialiste de la seconde vie du mobilier de bureau. Et à ce titre, on accompagne les entreprises sur l'ensemble des problématiques qu'elles peuvent rencontrer avec leurs meubles quand elles le possèdent. Donc ça va du diagnostic du produit quand il est sur place en réalisant un inventaire, le rachat quand ils déménagent et qu'ils n'en veulent plus, le reconditionnement, donc la réparation de ce meuble, et enfin la vente s'ils ont besoin de plus de meubles, mais du coup décarbonés et à 30% du prix du neuf. Très clair. Est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques chiffres sur Ridesk depuis le début? C'est une société qui a été créée en juin 2023. En septembre, on sera 16 à travailler sur le projet. On va finir notre année 2025 à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Une boîte qui a toujours été rentable et a volonté d'être BFR négatif, donc de financer sa croissance par ses fonds. Super intéressant. Mais donc sur le business model, qu'est-ce que tu peux nous dire finalement? Tu parles de BFR négatif, comment ça se répercute sur le business model? Bon, je vais rentrer un peu dans le détail. Ça serait mentir de dire que ce qu'on fait aujourd'hui, on l'a toujours fait comme ça. En fait, quand je suis arrivé sur le marché, je voulais faire de l'économie circulaire. J'ai regardé des dizaines de secteurs. Matériel de laboratoire, tracteurs, jouets, vêtements pour bébés. Vraiment, j'ai regardé énormément de métiers différents. Je suis tombé sur l'aberration du monde du bureau, à savoir qu'en gros, quand une entreprise déménage, elle jette environ 95% des produits qui sont dans ses bureaux. C'est de la moquette, c'est de l'électroménager, c'est des écrans d'ordinateur, pas mal de laptops également, et c'est le mobilier. Parmi tous ces produits, il y en avait un où les entreprises avaient déjà conscience qu'elles pouvaient le revaloriser et que des entreprises existaient pour les aider dans cette revalorisation, c'était le mobilier. Juste constat, ces entreprises, elles étaient gérées de manière traditionnelle, donc des équipes qui avaient une très bonne connaissance produit, un goût de la sueur. En revanche, aucune tech et aucune gestion des process en interne. Je me suis intéressé du coup à cette offre-là et au départ, globalement, le constat c'était ok, ce qu'il faut, c'est faire la même chose que ce que font mes confrères, mais avec des meilleurs process, une offre plus claire et de la réactivité client. Donc pendant un an, on a racheté du mobilier qu'on reconditionnait et qu'on revendait. Nos twists, c'était quoi? On créait une tech qui nous permettait de prédiagnostiquer le mobilier avant de le récupérer. Et donc, on prévendait le mobilier avant même que le déménagement de l'entreprise qui nous les avait vendus ait lieu. Du coup, le jour du déménagement, on récupérait l'ensemble du mobilier, ça partait chez notre reconditionneur qui le réparait, et derrière, on relivrait chez le client final qui voulait récupérer ce mobilier, qui nous l'avait acheté à nous. Et comment tu trouves ces clients qui sont prêts à acheter avant même que le mobilier soit dispo? Alors déjà, en fait, le client, il se pose même pas la question. Lui, il sait que le 2 octobre, il emménage dans ses nouveaux bureaux. Okay. Ce qui l'importe, c'est que le 2 octobre, le mobilier, il soit dans ses bureaux. Donc parfois, on a la question et on l'explique de manière totalement transparente. Mais généralement, la question est plutôt, ok, donc tu peux me livrer le 2 octobre? Oui, puisqu'en fait, le déménagement a eu lieu le 15 septembre et qu'entre-temps, j'aurais eu le temps de reconditionner le mobilier, il y a aucun sujet. Sur comment je trouve les clients, pareil, ça a tendance à évoluer. Au début, complètement pirate. Évidemment, personne connaissait Ridesk il y a 2 ans. Encore aujourd'hui, peu de gens connaissent Ridesk. J'ai commencé mes premières ventes, je les faisais sur le bon coin. Juste, je créais des annonces avec mon compte perso en disant voilà, j'ai tel meuble à vendre. Si ça se trouve,
vos darons m'ont acheté des meubles, quoi. Et après, de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres canaux qui étaient intéressants. Il y a des aménageurs à qui on demande du mobilier de seconde main, à qui on demande de réduire l'enveloppe budgétaire, qui n'ont aucune solution. Ces personnes-là, en fait, c'est devenu mes clients récurrents avec qui je crée du lien. Je me suis rendu compte que un moyen d'être connu, c'était de faire du gros hacking, donc de l'envoi de mails automatique et LinkedIn spécialisé. J'ai jamais arrêté Le Bon Coin. Je l'ai automatisé et je l'ai rendu plus profitable de la même manière qu'on pourrait faire de la pub sur Google, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on a plutôt une série de canaux différents, qu'on travaille de manière différente, avec des profils dans l'équipe différents en fonction des canaux. Et aujourd'hui, c'est 30% d'aménageurs, 30% d'ETI et grands groupes, 30% de clients directs hyper larges. Donc ça va de l'ETP... la TPE, 2 salariés, à la PME de 50 salariés. Et après, j'ai 10%, en tout cas en 2024, c'est du réseau perso. Mon entourage ou des personnes que j'ai rencontrées sur le chemin, mais en dehors de Ridesk. Et alors, c'est intéressant le petit hack, Le Bon Coin que tu as donné au début pour faire tes premières ventes, trouver tes premiers clients. Est-ce que ça attirait pas finalement aussi des particuliers? Tu arrivais à cibler un peu? Bien sûr qu'il y avait des particuliers. Et au début, je les ai pas refusés. Ok. Et encore aujourd'hui, alors on est construit pour que ça soit très compliqué pour un particulier de nous acheter. D'accord. Parce que notre offre a la vocation à être proposée au monde du bureau, pour des raisons écologiques, parce que les volumes sont pas les mêmes, parce qu'on fait du commerce de gré à gré. C'est une organisation qui est complètement différente d'un business qui veut une forte scalabilité sur du B2C. Mais encore aujourd'hui, on fait face à du particulier. Et arrivent des moments où on ne le refuse pas. Moi, je dis souvent, parce que c'est un sujet qu'on a dès qu'il y a trop de travail, on n'est pas forcément d'accord dans les équipes. Il y a pas mal de types dans l'équipe qui disent non mais c'est bon, tous les petits tickets, maintenant on les refuse, ou tous les petits déménagements, on les refuse. Moi, je suis convaincu qu'un robinet, il est dur à ouvrir. Par contre, quand il fonctionne et que tu le fermes, ça prend 2 minutes. Donc quand il y a une source de revenus, tu t'organises pour la garder. Simplement, maintenant il y a une personne, c'est organisé et on s'attaque à d'autres pans du business. Ok, donc il y a quand même cette vocation de conserver le côté B2C. Limité en fait, mais exactement comme on le traite aujourd'hui. Ouais. Ok, il y a des paniers qui sont intéressants, ok, il y a des clients qui nous ont appelés et qui ont fait la démarche de venir vers nous. On fait de la même manière l'effort de leur répondre et s'ils rentrent dans les clous, on les sert de la même manière qu'on servirait une entreprise. Ok. Parce qu'Alexis, il a déjà repéré un petit bureau qui monte et qui descend, assis debout là, qui peut l'intéresser. Donc, Donc ça, c'est marrant, tu vois, sur l'assis debout, typiquement, dans la population freelance, il y a une demande qui est assez forte. Et il y a eu un moment où on s'est posé la question de se dire, mais est-ce qu'une partie de notre vocation, c'est pas de dire, ok, vos employés, ils ont des bureaux Ridesk quand ils vont au bureau, mais vous avez aussi toute la partie qui est en télétravail, où vous nous avez acheté un premier lot pour vous. Est-ce que vous voulez pas une réduction et on équipe vos télétravailleurs avec un fauteuil et un bureau? Et donc en sortant d'études, toi tu as étudié à HEC, c'est ça? Exactement. Ouais. Tu as voulu directement te lancer dans ce projet? Tu as exploré d'autres pistes avant ça? À HEC, j'ai fait le programme grande école. Donc on fait une prépa, on passe à un concours. Si on est pris, on a un tronc commun de 2 ans. Une année de césure, on fait 2 stages, globalement. La possibilité de faire une 2e césure, ce qui n'a pas été mon cas. Okay. Et derrière, on prend une spécialité. Moi, mon master SP, c'était le master XHEC Entrepreneur, qui est un master qui suit notamment un KPIs, qui est le nombre d'entreprises qui sont créées à la sortie et qui vivent encore au bout de 2 ans. Donc tout le long du master, on nous accompagne et on nous invite à créer, au moins pour de faux, une entreprise pour comprendre les différentes étapes. Au master, j'étais pas convaincu que j'allais créer une entreprise. J'étais convaincu qu'un jour j'en créerais une. J'étais plutôt à penser que j'avais pas encore suffisamment de savoir et d'expérience pour pouvoir me permettre d'en créer une. Simplement, en fait, j'ai pris un sujet qui m'intéressait pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et j'ai fait le truc à fond. Il y avait des concours pendant l'année. Alors, on était sélectionnés à l'époque avec le cofondateur que j'avais dans les différents concours. Parfois on en gagnait, parfois on en perdait, mais ça nous poussait à encore chercher. Et arrivé ce moment où en fait le projet il était viable. Donc vous avez fait évoluer le projet. Exactement. À un moment il était viable et il y avait ce moment, pour le coup, petite critique. Je ne sais pas s'il y en a un qui écoutera du master, mais il y a eu ce moment où en fait on nous a dit en fin mars de manière mais beaucoup moins rationnelle que tout ce qu'on avait fait dans le master. Bon allez, c'est bon, maintenant vous pouvez lancer votre activité, allez-y, trouvez des clients. Et l'accompagnement s'arrêtait là. Et j'avais pris le parti à ce moment-là de me dire, ouais, en fait, ils ont raison, je vais le faire. Donc j'ai loué un camion sur GetAround, j'ai appelé mes concurrents, je leur ai dit, t'as pas un dossier que t'as pas envie de faire de déménagement? Évidemment qu'il y en avait, parce qu'il y a du mobilier parfois qui est pas du tout quali, ou des clients un peu pénibles, donc on veut pas les servir. Puis j'ai fait l'activité. On a fait ça pendant 2 semaines. Au bout de 2 semaines, j'avais gagné 10 000 euros.
Je me suis dit, bon, moi, si moi, avec mon camion, j'arrive à faire ça, ok, si j'y mets de l'intelligence, je vais faire une belle boîte. Et je me suis lancé. Et à quel point tu penses que ce master à HEC, il a contribué à faire de ce projet une réussite? Hyper fort. Déjà, je trouve qu'il démystifie le concept de trouver une idée. Moi, je pensais qu'un jour, j'allais me réveiller un matin, bam, j'allais avoir l'idée du siècle et j'allais créer mon entreprise. En fait, non. C'est un travail, c'est scientifique. On trouve une problématique, on appelle un certain nombre de personnes. Moi, j'avais appelé 114 personnes sur le mobilier de bureau reconditionné pour comprendre les problématiques. Où est-ce que le client est prêt à payer pour régler un problème? Et seulement là, je fais un test. Donc, je dirais que là-dessus, énorme impact. Te faire rencontrer plein d'entrepreneurs. Donc ça démystifie l'entrepreneur. À la limite, je suis plutôt à penser que les entrepreneurs ne sont pas des gens très intelligents. Pour la simple et bonne raison que quand tu es entrepreneur, tu travailles beaucoup, donc tu étudies moins. Tu es dans l'obligation d'avoir beaucoup d'avis, sauf que tu n'as pas le temps pour te documenter sur tes avis. Finalement, bon, ça dépend comment on définit l'intelligence, c'est toujours le cas, mais je ne pense pas qu'il soit très intelligent. Et le master te le montre, te le dit, en fait, tu as cette possibilité, tu peux y arriver. Et dernier élément, on est face à une population de profs qui ont beaucoup lu sur les entrepreneurs et qui te donnent des grands concepts réguliers qui influencent ta manière d'entreprendre. Je me souviens d'un prof qui nous avait dit, qui répétait tout le temps un truc qu'un Américain avait dit, « Do things that don't scale ». Et en fait, quand j'ai pris le camion, c'est parce que je m'étais dit « Ah, mais il m'avait dit ça. Ok, bah, je vais prendre le camion. » C'était pas du tout scalable. Moi, avec un camion qui démonte des meubles, puis qui va les livrer partout en Ile-de-France, enfin, ça marchait pas. Mais ça permettait de savoir, à l'échelon 1, est-ce que déjà, il y a de l'euro? Est-ce que déjà là, il y a de l'impact? Et du coup, après, réfléchir autrement, le reconstruire. Dès que la demande est plus forte et pour avoir une meilleure offre. C'est vrai que parce qu'il y a beaucoup de critiques sur les masters entrepreneuriaux, dans le sens où... On entend un peu tout, au contraire. C'est vrai que c'est compliqué de savoir ce que ça vaut vraiment. Après, voilà, avec HEC, c'est quand même l'un des... Ouais, après, c'est une question d'engagement, hein, et de où t'en es dans ta vie, mais... Enfin, je pense que dans mon master, il y en a qui te diraient que c'était un master nul. Ok. Donc, très mitigé les retours sur... Non, globalement, ils sont plutôt bons. Okay. Il y a une communauté qui est hyper forte avec HEC Entrepreneur. Maintenant, évidemment, quand c'est des masters où on nous met à disposition des ressources, mais il faut aller les chercher. Bah, tous ceux qui ne sont pas allés les chercher, je ne suis pas sûr que le master les ait beaucoup aidés. Non, bien sûr, c'est quand même un master où il faut être, je pense, très autonome et ne pas avoir peur de tenter des choses tout seul, pas forcément attendre... des retours de tes professeurs ou quoi que ce soit pour essayer ce que tu as fait. Tu as itéré, tu as vu les axes d'amélioration possibles, tu as identifié des failles dans ton marché, tu t'es positionné au début avec une approche qui n'était pas forcément scalable mais qui t'a permis de voir qu'il y avait de l'argent dans cette niche-là et de restructurer ça comme tu l'as dit pour aller développer. Donc c'est top. Du coup, tu t'es associé dès le début pour ce projet et tu l'as trouvé dans ce master? Ouais, en fait... pendant le master, il y a une phase qui s'appelle le Launchpad où vraiment on se concentre sur ton projet et on te demande d'être à plusieurs. Il se trouve qu'il y avait un ingénieur qui s'appelait Hugo Ruy qui cherchait un projet à impact à ce moment-là et ça l'avait fait, on était sur la même longueur d'onde, donc on a postulé ensemble. Et après par la suite, en fait, il avait d'autres volontés, je pense envie de mettre son énergie dans d'autres projets. Et la complémentarité n'était pas si forte dans le sens où à l'époque, il ne savait pas particulièrement coder. Or, on savait que pour améliorer la filière, fallait un codeur, quoi. Finalement, ça ne l'a pas fait. D'un commun accord, on s'est dit que le mieux, c'était de se séparer. Et ça, on l'a fait avant de créer la société. Ok. Donc après, là, la structure capitalistique de Ridesk, en ce moment, t'es tout seul au capital? Hyper intéressant et c'est une bonne transition parce que fin mai 2023, on décide ensemble que le mieux, c'est que ça s'arrête. À ce moment-là, je fais... une des plus grosses erreurs que j'ai faites, comme j'étais un peu perdu, je me suis dit ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? J'avais plusieurs idées en tête, soit de business à monter, soit de job que je rêvais d'avoir. Et je me dis, on t'a appris un truc à HEC, on t'en parle tout le temps, lève de l'argent. Ce qui était complètement stupide, hein. Mon business n'avait pas du tout besoin de lever. 1, 2, en rien, c'est une preuve de réussite sur une boîte. Donc j'ai fait ma petite tournée des popotes. C'était un moment où la French Tech commençait à aller mal. Donc arriver avec une preuve de marché en disant en quelques mois, j'ai fait quelques dizaines de milliers d'euros, je vous garantis une rentabilité jour 1, les investisseurs étaient comme des oufs. Donc en quelques semaines, j'ai un accélérateur qui me propose de m'accompagner et de mettre par ailleurs un ticket. J'ai une succession de BA qui me propose de mettre au pot également. Et je rencontre un certain Clément Alteresco, qui est le fondateur de la société Morning. C'est difficile d'avoir les mots exactement justes parce que évidemment, je pense que j'avais besoin d'être accompagné à ce moment-là. Il me dit, mais en fait, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu voudrais pas plutôt que je te rachète et que tu continues le projet chez Morning? Morning, c'est les une bureaux société qui fait du coworking et de l'aménagement. Yes. Sachant qu'ils avaient un enjeu, ils achetaient énormément de mobilier, plusieurs centaines de milliers d'euros tous les ans, et ils vidaient des espaces tous les ans également.
Donc en fait, le réemploi, c'était génial. C'était baisser les coûts en mobilier et c'était transformer ce qui aujourd'hui est un coût en une forme de revenu. Je tombe franchement amoureux du mec. Il y a 7 ans, tout le monde disait que le coworking, c'était un truc de hippie qui allait pas marcher. Et puis là, on nous a confié la marine. Hyper inspirant d'un point de vue managérial, dans l'état d'esprit. C'est un moment où je suis seul, je comprends que je vais pas être seul. Un type qui a beaucoup d'expérience. Et du coup, je tape dans la main et c'est parti. Donc il me dit, je te rembourse tes études, j'avais un très gros prêt. Je mets de l'argent dans ta boîte, je récupère 65% de l'entreprise. Et les 35%, je te mets en une clause d'earn-out. Donc en gros, tu auras la possibilité à un multiple qu'on va définir ensemble de me vendre ses parts dans 3 à 5 ans. À ce moment-là, ça m'allait très bien, tu vois, parce que je voyais, et c'était la grosse partie du deal, nous, on va être un énorme acheteur chez toi. Donc, tu es sûr que ton projet va fonctionner. On a une équipe de 350 personnes avec des spécialistes en communication, des spécialistes en entrepreneuriat parce qu'on a une forte vision entrepreneuriale. Puis, tu auras un mentor, c'est moi. Donc, évidemment, je suis ravi. La réalité à la fin d'année, c'est que j'ai eu un mentor que j'ai toujours, du coup, qui est bien Clément. En revanche, j'ai aucune commande. Ma première année, j'ai signé 850 000 euros. Ils me font 12 000 euros de commande. Ce qui est rien du tout. Parce qu'il s'était engagé à te faire un... Et ça, c'est un très bon apprentissage. C'est que de manière certaine dans le pacte, il n'y a aucun chiffre. Donc, il y a des engagements. Mais il y a de volume de commandes du coup ? Enfin non, des engagements sur quoi du coup ? Des engagements à l'oral sur des volumes, à l'écrit, de faire en sorte que Rides se déploie le mieux possible au sein du groupe Morning. Et ça, à l'époque, je suis mal accompagné et j'ai pas le recul de me dire mais ça c'est pas normal quoi. Et il avait pris à ce moment-là des parts directement sur la société opérationnelle ou dans une structure au-dessus Non, pareil. Pas d'accompagnement, j'ai qu'une structure, c'est une SAS qui s'appelle Ridesk. Donc 12 000 euros de commande, rien du tout, et aucun accompagnement. À un moment qui est assez intéressant, en fait, lui, il passe d'une boîte qui est sur un mode scale-up startup, extrêmement rapide, tout le monde sur le pont, à une vente qui a été réalisée chez Nexity et un engagement des équipes, mais qui s'écroule complètement. Donc en fait, dès que je demandais un coup de main, les personnes étaient sous l'eau. Pourtant, après 18h30, les seules personnes qui étaient au bureau, c'était Ridesk. Donc à ce moment-là, il y a 65% de ton capital qui est dans la main d'un dormant. J'exagère parce qu'il y a quand même, et je le remercie parce qu'il m'a fait énormément grandir. Il y a Clément qui passe du temps sur la boîte, qui me donne d'excellents conseils. Mais oui, sinon, c'est le ressenti que tu as finalement d'avoir un associé dormant, majoritaire dormant. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe ? Un jour, je vais les voir, je leur propose 2 choses. Je leur propose une nouvelle structure pour leur groupe, en leur disant vous voulez innover, mais en fait là, comme elle est construite la société, vous n'allez pas réussir là, vous êtes en train de vous endormir. Donc je propose un modèle où en gros la société mère Morning prend des engagements envers les autres, on crée une sorte de board où chacun a une voix pour choisir les nouveaux projets qui sont entrants, bref, on essaie de construire quelque chose. Bon, globalement, on se comprend pas. Ils me disent c'est ce qu'on essaie de faire en ce moment, ce qui à mes yeux n'était pas le cas. Et du coup, je leur dis il y a un deuxième scénario qui est je rachète mes parts. Évidemment, ils me disent non. Et du coup, je leur dis ok, voilà les clés, j'arrête. Et donc, ça a lancé la négociation et c'est comme ça qu'on est revenu à un truc équilibré qui nous a vachement rapprochés humainement. Donc, de Clément et aussi de Gaspard, qui est le dirigeant de Morning. Je pense qu'on s'est compris. On est passé d'une étape où j'apprenais d'eux, mais on était d'égal à égal, là où avant, dans la relation, c'était pas le cas. Et donc aujourd'hui, ils sont toujours actionnaires. C'était leur volonté première, je pense. Et avec du recul, c'était une bonne chose parce qu'ils ont quand même participé au développement initialement de Ridesk. Et Clément continue d'apporter énormément au projet par des rendez-vous hebdomadaires, vraiment sur un mode mentor. Mais ils sont minoritaires, quoi. T'as vu qu'au début ça passait pas et que tu t'es dit c'est ça où moi je m'arrête là. T'avais vraiment la volonté de potentiellement laisser tout ton equity sur la table et dire je redémarre autre chose, ou c'était un peu un petit coup de bluff en dernier recours? Est-ce que y a pas c'est un peu des deux. Okay. Évidemment, ça fait mal quand t'as passé 1 an et la première année d'une boîte, tu taffes comme un chien, quoi. En tout cas, Ridesk, en plus, il y a un mode opérationnel. Donc, j'étais sur le pont à 7h pour aller gérer des déménagements. À midi, j'avais déjà des coups de fil de clients. Fallait que je gère la partie sales. On faisait du développement tech. Il fallait avoir une vision produit. Enfin, j'étais au four et au moulin. Je faisais des journées de dingue. Donc, c'était dur de me dire que j'allais potentiellement faire autre chose. Donc, oui, il y avait une part de bluff. Après, moi, j'ai toujours un truc que je me suis dit, c'est je veux pas être motivé par l'argent dans mon travail et dans ma vie, et je veux être attaché à aucune autre entité que l'homme. Donc en fait, je suis attaché à mes proches. Je veux pas être attaché à Ridesk. Donc les choix, je dois les faire de manière indépendante, quoi. Et donc de ce point de vue-là, ça aurait été dur, mais
J'aurais l'aurais fait. accepté, j'aurais fait autre chose. Si je l'ai fait une fois, je peux le faire deux. Ok. Et tu aurais potentiellement relancé un Ridesk ou tu te serais tourné vers une autre niche peut-être? Je pense que je me serais relancé dans le réemploi parce que je pense qu'il y a des choses extraordinaires à faire, que c'est un bon moyen de faire évoluer notre économie tout en restant dans des modèles qui sont libéraux. Parce qu'il faut pas se leurrer, j'adore l'idéologie derrière d'autres modèles économiques et c'est trop bien qu'on la pousse. Maintenant, à court terme, faut penser des modèles économiques viables écologiquement, mais aussi viables économiquement dans le modèle qu'on a actuellement. Et à ce titre, il y a des marchés que j'ai peut-être pas assez creusés. Il y a une boîte qui s'appelle Enea qui fait du réemploi de machines. Donc des Fenwick, des Transpalettes, Ok. les machines qui lavent Machines les de chantier, sols dans les supermarchés, ok. enfin, tout le Ouais. gros matériel. Ok. Ça m'aurait fait kiffer. Je trouve Ok. ça absolument dingue. C'est du gros ticket en plus. C'est des tickets énormes. C'est ça que je trouve aussi très intéressant. Et il y a une notion industrielle qui est très intéressante aussi. Je pense que je l'aurais pas fait tout de suite, mais j'ai des projets associatifs liés à l'éducation et aux inégalités. Ça, c'était un truc qui serait peut-être rentré en compte. Et après, je fais beaucoup de musique. Et je pense que le monde de la musique et de la création a besoin d'entrepreneurs avec une vision business. Et je pense que j'aurais aussi regardé pas mal ces secteurs-là. Et en préparant l'épisode, tu as présenté un peu Ridex comme un agent mobilier Ouais. plutôt que juste acheteur-revendeur de mobilier pro. Tu peux nous en... Bon, alors ça, c'est une communication qu'on avait au début de Ridesk, qui est toujours, je crois, sur LinkedIn, et je pense que c'est comme ça que vous l'avez trouvé. On en parle beaucoup moins parce que c'est quelque chose qui est difficilement compréhensible et hyper connoté négativement. Enfin, je veux dire, l'agent IMO, les gens peuvent pas voir les agents IMO, quoi. Désolé les agents IMO. Mais en fait, elle est assez juste. C'est de dire aujourd'hui, le mobilier de bureau de seconde main, le premier problème, c'est l'opacité de marché. Même le mobilier de bureau tout court. Je m'explique, un fabricant, il vend à 40% du prix public, entre 40 et 60% du prix public, son mobilier. Et le client final, il le paye à 100%. Donc la chaise, elle est sur Internet à 1002, ok. L'aménageur qui la vend à l'entreprise la touche à 60% de 1200. Le fabricant, il touche à 30%. Okay. Nous, quand on parle à quelqu'un pour acheter, on parle au client de départ qui pense que ça vaut 1200. Sauf qu'on revend au gars qui croit que c'est 60 ou 30. Donc déjà, quand moi je propose 100 € pour un fauteuil qui en vaut 1200, les mecs se disent mais c'est pas possible. Donc là, j'ai le premier problème que j'avais vraiment la volonté de régler. Et après, je reboucle avec ce sujet d'agent immobilier. Deuxièmement, quand les entreprises partent de leur bureau, doivent débarrasser leur bureau, elles n'ont aucune idée de la valeur qu'elles peuvent tirer des produits. Donc on a ceux qui reprennent la facture, ça valait 1200, on les a utilisés 2 ans, ça en vaut bien 600. Il y a ceux qui le voient directement comme un déchet, qui se disent de toute façon c'est un coût. Et en fait, tout ça est basé uniquement sur des jugements ou de la donnée qui est pas fiable. Ce que je trouve intéressant dans le modèle d'agent immobilier comme agent immobilier, tu te présentes comme un intermédiaire spécialiste de ton produit, avec la capacité de dire voilà, moi de toute façon, je vais faire la vente, je vais toucher une commission pour cette vente. Et après, ton modèle fait que tu es commissionné ou non commissionné, mais à la fin, en fait, tu touches de la marge liée au fait que tu trouves un acheteur et un vendeur très rapidement. Mais moi, mon métier, en fait, ça va être de vous dire combien ça vaut, et ça va être de vous aider à lui donner le plus de valeur possible. Chez l'agent immobilier, c'est en prenant des bonnes photos. Chez Rides, c'est en reconditionnant le mobilier. Oui, et puis chez les agents immobiliers, il y a souvent cette offre d'appel je vais évaluer votre bien, et ça permet de les sourcer et ensuite d'aller trouver les acheteurs. Et finalement, ce qu'on fait aujourd'hui, en fait, quand on fait un inventaire, derrière, c'est pouvoir aider les entreprises à savoir la valeur des produits qu'elles ont dans leur bureau. Et comment vous faites cet inventaire du coup vous avez mis en place quelle solution? Alors, ça, c'est un des gros hacks qui fait qu'on est allé relativement rapidement sur les 2 premières années. En fait, aujourd'hui, nos confrères, quand ils arrivent dans un bureau, on leur dit on va virer tout le mobilier, ils font une visite, ils regardent vite fait, ils se disent ouais, il doit y avoir à peu près 300 postes, ok, le mobilier c'est telle marque, je t'en donne 2000 €. Bon, déjà, quand tu fais ça, le vol, il est hyper simple parce que le mec, il a aucune donnée tangible sur laquelle s'appuyer. 2, il sait pas l'état du mobilier, en fait. Donc, si ça se trouve, il achète un truc en pensant que c'est en bon état. Il serait penché 2 secondes sur les fauteuils, il se serait rendu compte que les 3 quarts étaient cassés ou qu'il y aurait des réparations à faire. Nous, du coup, on a décidé de créer une application d'inventaire spécialisée seconde main sur laquelle on s'appuie, en fait, pour réaliser les inventaires et faire des devis de rachat. Donc, concrètement, c'est quoi? C'est une application qui crée une sorte de jumeau digital. Donc derrière, on a un onglet internet, donc un back-office, où tu peux savoir dans n'importe quelle salle du bureau le mobilier qu'il y a dans la salle, l'état du mobilier et ses caractéristiques techniques. Du style fauteuil de bureau, accoudoir réglable en hauteur, soutien lombaire, dossier bloquant, enfin toutes les spécificités qu'on va avoir sur un produit. De là déjà, on a une information de bien meilleure qualité, on est capable de faire un pricing. Et nous, on va un cran plus loin. Et c'est la vision, c'est d'améliorer cet outil. C'est que derrière, en fait, on va s'appuyer sur de la data. La data de toutes les ventes qu'on a faites avant. Et de dire, au regard des ventes qu'on a faites avant, ce fauteuil de la marque Steelcase, par exemple, noir, accoudoir réglable, de tel modèle, tu vas être capable de le vendre dans les 2 mois à
200 euros. Parallèlement, on a des modèles de data qui ne sont pas sur notre data en interne, mais data en externe. Et dire, par ailleurs, ce même modèle est vendu sur tel site de seconde main à tel prix. Et par ailleurs, en neuf, il est vendu sur tel et tel site à tel prix. Et donc la vision, c'est de dire, comme tu t'appuies sur une tech qui est puissante, le client, tu as de l'aplomb quand tu dis au client, ça vaut 2000 euros. Deux, tu as des quantités exactes. Donc quand il y a un manque, tu peux lui dire, attends, mais moi j'ai acheté 200 fauteuils là. J'en ai pas acheté 150. Donc les 50, tu vas me les rembourser. Et trois, tu as beaucoup plus de facilité à prédire tes capacités de vente et ce que tu peux proposer à tes clients. Vu que derrière, tu as aussi tout le réseau de revendeurs, forcément. Et tu vois, la vision à terme, aujourd'hui, on crée des opérations parce qu'on est petit et que le marché est très peu développé. Donc on est obligé d'intégrer la partie reconditionnement, la partie logistique, la gestion de toute cette logistique et de ces opérations. Mais dans les faits, demain, ça pourrait juste être une plateforme qui te donne la valeur. Le mec, il a 3 clics, faire reconditionner, revendre et garder quoi. Et derrière, tu mets en branle tout un système où, ok, tu veux reconditionner, attends, je te l'envoie chez tel partenaire reconditionneur, ça coûte tant. Ah, tu la revends, bon, ça vaut tant. Ok, c'est parti, on se met à la vendre. Sur ta stratégie, ton objectif aujourd'hui, c'est de distribuer un maximum ce logiciel pour pouvoir sourcer en amont les produits ou directement te positionner sur je vais racheter et revendre je vais faire la transaction. C'est très changeant, ça c'est un truc que j'ai découvert aussi. Je pensais que j'allais porter une vision pendant 10 ans et que pendant 10 ans j'allais juste persister avec une unique vision. C'est vrai en partie, typiquement le zéro stock, toute la communication qu'on a autour du zéro stock, ça va rester à vie chez Ridesk. Maintenant il y a des choses qui changent et aujourd'hui tu vois je me positionne un peu entre les deux. De plus en plus on développe des grands groupes où la première question qu'on leur pose c'est ok, t'as quoi comme mobilier dans ta tour? Allez, 9 fois sur 10, je sais pas. Ok, attends, on va t'aider, on va faire un inventaire avec toi de l'ensemble de ton mobilier avec nos outils, comme ça tu auras une vision claire et derrière on pourra même te donner nos outils à tes services généraux qui pourront dire j'ai bougé la chaise salle 16, je l'ai mise salle 15. Ah, le fauteuil de bureau salle 13, il est cassé, je l'ai enlevé. Donc d'abord avoir de la vision, de dire votre mobilier a de la valeur. Dans le cadre de votre déménagement, ne les jetez pas, reconditionnez-les. Vos bureaux ont de la valeur. Oui, vous voulez des bureaux plus petits parce que c'est de plus en plus le cas. Nous, on sait les redimensionner et ça coûte moins cher qu'acheter du neuf. Et derrière, dernier point, il reste avant votre déménagement tout ce mobilier-là. On va vous aider à le revendre à d'autres entreprises et on va vous accompagner sous un format commissionné. On s'occupe toujours des opérations, donc on a toujours nos logisticiens, on gère toujours l'offre de déménagement parce que c'est ça qui est compliqué aujourd'hui pour les entreprises, c'est gérer cette reprise préservante. En fait aujourd'hui, ça fait deux choses, soit un transfert et on fait rien, juste on démonte, on envoie et on remonte, soit mettre à la benne, mais se dire ok, je sais exactement le défaut, je vais l'envoyer dans une usine de reconditionnement, puis je vais leur faire repartir, ça ils savent pas faire. Et c'est ça qu'on leur offre. Donc moi, ma vision aujourd'hui, elle est plutôt de dire qu'on va être sur une offre commissionnée en tant qu'intermédiaire. Maintenant, comme c'est des produits qui sont tangibles, la limite, elle est fine. Et pendant bien des années, on va encore continuer à racheter, je pense. Voilà. Ok, très clair. Et tout à l'heure, du coup, tu parlais un peu de comment tu es passé un peu de 0 à 1 avec ton petit camion et un peu le tour et d'aller chercher tes premiers milliers d'euros comme ça. Justement, te demander comment est-ce que finalement tu es passé de cette idée-là, de te dire, voilà, dans le reconditionné, il y a beaucoup de choses à faire, tu as étudié différentes niches dans ce marché-là du reconditionné. Comment tu es passé finalement de la première idée de te dire il y a quelque chose à faire au premier client? Est-ce qu'il y a eu des études de marché qui ont été faites? Tu as dit que tu as passé des appels, notamment pas mal de founders dans la niche. Concrètement, c'est quoi tout le process en amont des premiers clients finalement? Bon, ça c'est la grosse valeur d'XHEC Entrepreneur, honnêtement. Enfin, en tout cas qu'elle a eu pour moi. C'est que cette méthode, c'est eux qui te la donnent. Ok. J'ai fait le bet, j'ai appliqué la méthode. Ok. Donc l'étape 1, ça a été quoi? C'était trouver un marché où il y avait un pain. C'est comme ça que j'ai regardé ce que je vous disais tout à l'heure, tracteur, laboratoire et tout outil. Je tombe sur le mobilier reconditionné. Je comprends qu'on jette énormément des produits qui sont une commodité, donc qui sont utilisables par n'importe qui. Je comprends que le marché, en gros, de la seconde main aujourd'hui fait à peu près 50 millions d'euros en France sur le mobilier de bureau. Si on avait les mêmes pourcentages que le monde du laptop et de l'écran, et de l'ordinateur, on devrait plutôt être sur un marché à 300 millions d'euros. Donc je comprends que le marché est complètement en retard. Je passe 3-4 coups de fil, je me rends compte que c'est un pain énorme pour les clients qui disent j'ai tout jeté, ça m'a coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est honteux. Pain sentimental, parce qu'on est habitué à ne pas gâcher quand même. Donc de voir tout qui va à la benne, c'est un peu dur. Pain économique, je perds de l'argent. Et pain écologique énorme. À une heure où, au moins dans les grands groupes, il y a de plus en plus de KPIs liés à l'environnement. L'Oréal, sa stratégie, c'est de dire on va diviser par 3 les émissions par mètre carré lors d'un aménagement. Donc la seconde main, ça a un impact énorme. À partir de ce moment-là, ce qu'ils te disent à XHEC et que j'ai fait et que j'ai trouvé très fort, c'est ok, t'oublies toutes les idées que t'as, parce que tout de suite t'as des idées, t'as envie de monter un business. Moi, je parlais de back market du mobilier. Tu passes plein de coups de fil avec toute la chaîne de valeur.
Donc moi, j'ai parlé aux déménageurs, aux architectes, aux aménageurs, aux espaces de coworking, aux entreprises qui avaient déménagé, aux entreprises qui avaient aménagé, tout le monde. Les reconditionneurs, toutes filières, comment ils en sont, comment ils font. Machin. Après ça, j'ai fait un Excel. Il y avait mes types de personnes que j'avais appelées. Office manager, services généraux, architecte. Et de l'autre, tous les pains que j'avais, dont on m'avait parlé. Et derrière, j'ai fait des couleurs, des carrés d'intensité. Ah bah l'architecte, il a un énorme problème pour trouver du reconditionné qui est vraiment en très bon état. By the way, sur notre marché, il n'y a pas de label. Donc reconditionné, ça peut être un coup de chiffon, comme un mec qui a passé un coup de ponceuse et qui a repeint. Donc c'est aberrant, mais c'est comme ça. Et en fait, quand j'ai fait ce travail-là, à la fin, j'avais une colonne qui était rouge écarlate. Et en fait, c'était le premier e-desk. Et ça m'a permis de ne pas faire certaines erreurs, notamment une marketplace de mobilier de bureau de seconde main, qui n'était pas du tout le besoin parce qu'aujourd'hui, il n'y avait pas assez d'offres. À quoi ça sert d'être un intermédiaire d'offres s'il n'y a pas assez d'offres ? Dans la colonne rouge écarlate, les pains pour chaque, les pains, pour chaque persona que tu avais, chaque échange que tu avais, c'était quoi grosso modo un peu les en gros, j'avais donc ça se coupait en deux. Il y avait toute la partie déménagement. Ouais. Donc pourquoi vous jetez ? Et si je résume, c'était je jette parce que j'ai pas trouvé un acteur aussi sérieux que le déménageur pour me vider en un seul bloc l'ensemble des mobiliers dans mes bureaux. Okay. Sachant que si c'est pas fait à temps, ce travail-là, les entreprises encourent de lourdes pertes réclamables par le bailleur. Je ne savais pas que ça existait. J'ai vite fait vu quelque chose sur Internet. Quand j'ai proposé mon mobilier, on a mis 2 semaines à me répondre. Problème de réactivité. De l'autre côté, sur la vente, c'était beaucoup plus saillant. Il y avait... oui, j'ai déjà essayé. J'ai commandé un bureau en très bon état. Quand il est arrivé, il avait une énorme rayure sur le plateau. Absence de label sur le marché. Évidemment que le très bon état d'un déménageur n'est pas le très bon état d'une office manager à Paris, n'est pas le très bon état d'un ou d'une architecte. Deuxième problème. Troisième, opacité. Je ne sais pas où acheter. Je vous inviterai à regarder les marketplaces et les boutiques en ligne sur mon marché. On s'est régulièrement fait féliciter pour la nôtre, alors que c'est un truc qu'on a fait en 48 heures et qu'on n'a pas retouché. Donc aberrant. Quand j'ai fait quelques recherches, je voyais principalement des sites d'enchères, des entreprises qui déposent le bilan. Souvent, c'était ça, les sites qui retenaient. Et photo qui met pas du tout en valeur le produit, alors que parfois, c'est des produits qui valent plusieurs milliers d'euros, quoi. Et où il y a un designer qui a travaillé, il y a un savoir-faire industriel. C'est comme si on vendait des bagues, alors peut-être pas du diamant, mais des bagues en or avec un rubis, parce que franchement, à certains prix, c'est équivalent. Et qu'en fait, on les mettait dans une poubelle et qu'on prenait la photo. Ça n'avait pas envie du tout en avant le produit. On n'a pas envie de l'acheter. Bien sûr. Et dernier point, manque d'homogénéité. Et ça se comprend. De dire, là, j'équipe des bureaux, j'aimerais avoir 50 bureaux identiques sur un plateau. Je n'ai pas trouvé un acteur sur le marché qui est capable de m'apporter ce service. L'offre zéro stock, elle était géniale là-dessus. Parce qu'en fait, je peux prévendre. Donc, je peux me permettre de me positionner sur des lots de 100-150 postes, même si je n'ai pas la trésor. Ce que ne peuvent pas faire mes confrères. Et ça m'a permis très vite de répondre à des gros projets. Et après, ce que je vous avais raconté, premier client, je vais voir mon concurrent, je lui demande un dossier, je loue un camion, je vends sur le bon coin. Évidemment, je suis un déménageur complètement nul, donc je casse la moitié des meubles dans mon camion. Évidemment, le camion, j'avais pas bien sanglé, donc je casse également le camion. Ok, tant qu'à faire. Et donc ça, c'était assez intéressant parce que t'apprends, et c'est ça que j'aime dans mon métier, et quand je parle de lien avec les couches sociales, c'est que on le voit, on a des clients qui méprisent beaucoup les installateurs monteurs et les déménageurs, mais c'est un savoir-faire qui est tellement énorme et sous-payé pour ce que c'est. Et je trouve que de le faire soi-même, c'est aussi se rendre compte que dans la chaîne de valeur, il y a des gens qui fournissent un travail de dingue et qu'on ne remercie pas assez. Et puis par ailleurs, à qui, du coup, quand tu l'as fait, tu peux dire non, ça, c'est pas normal. Ok, ça, je comprends. Connaître aussi la tâche, c'est vrai que si tu veux le déléguer, en effet, vaut mieux l'avoir fait soi-même en amont pour connaître un peu les principaux défis. Ok, intéressant. Tu as parlé du zéro stock, c'est bien parce qu'on fait la transition naturellement sur la partie un peu résultats financiers et business model. Tu as parlé tout à l'heure aussi de BFR négatif. Concrètement, aujourd'hui, finalement, comment est-ce que tu gagnes de l'argent sans stock ? Ça peut paraître assez aberrant, c'est pas du dropshipping que tu fais. Tu devrais expliquer finalement en quelques mots comment tu arrives à avoir ce BFR négatif et à générer de l'argent sans avoir à en décaisser en amont. Comment t'expliquerais ça ? Bon, déjà, pour pouvoir faire ça, la première question qu'il faut se poser, c'est quel est, j'en reviens du coup à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais quel est le vrai pain de mon client ? Moi, mon client à qui j'achète des meubles, son sujet, c'est pas combien je vais tirer de mon meuble. C'est qui va me retirer l'épine du pied, de démonter l'ensemble du mobilier, et qui plus est gratuitement, parce que en vrai, payer pour un truc qui a de la valeur, ça me saoule. Une fois que tu as dit ça, en fait, le client, si tu lui dis moi je te paye 30 jours après récupération, il s'en fiche parce que lui, ce qui compte, c'est que tu vides ses bureaux. C'est ce qu'on a fait. On a commencé à dire ok, je vous achète du mobilier, on va récupérer tout d'un coup à la manière d'un déménageur, donc vous n'allez pas avoir
4 fois Rides qui va toquer à la porte pour récupérer, ce qui était aussi un pain, il voulait régler le truc d'un coup hyper simplement. Le jour du déménagement que vous allez choisir. Par contre, en échange de ça, bah, déjà, nous, on n'achète pas très cher, c'est la réalité. Et par ailleurs, on va vous payer à 30 jours après le déménagement. Sauf que le mobilier, j'ai tout prévendu. Et qui plus est, avant la livraison, je demande 50% d'acompte. Donc ça me permet d'avoir plus d'argent sur le compte que la réalité comptable de ma boîte, BFR négatif. Et donc ça me permet de faire un effet de levier et d'avoir plus d'employés dès le départ, de financer des projets plus gros. On a vidé plusieurs WeWork, où c'était des centaines de bureaux, des centaines de fauteuils dès la première année, ce qu'on n'aurait jamais pu faire sans ce système-là. Et du coup, tout ce qui est logistique, camions, déménageurs, personnes qui sont chargées de démonter le mobilier, c'est des personnes que tu prends par mission ou maintenant c'est des salariés dans la structure? C'est pas des salariés dans la structure, c'est une question qu'on s'est posée mais on le fera, je pense pas, sauf exception. Pour la simple et bonne raison que c'est un autre métier déjà. Et par ailleurs, le marché du déménagement, il y a trop d'offres pour la demande. Donc en fait, limite si je fais le calcul, le prix que je paierais quasiment le même prix si j'avais un employé en direct. Donc aujourd'hui, par contre, ce qui est important à dire, c'est qu'une autre des grosses valeurs ajoutées de Rides, c'est qu'on a réussi, côté reconditionnement et logistique, à trouver des partenaires solides au juste prix. Ça nous a mis 1 an. Au début, mais j'ai eu des situations, mais vous n'avez pas idée. Des entreprises de déménagement qui me paraissaient sérieuses, mais qui ne l'étaient absolument pas, où les mecs arrivaient pas équipés. On avait vidé notamment le site des Républicains en janvier. Les mecs sont arrivés, ils portaient les bureaux avec la tête. Il y avait une vitre en hauteur à 2 mètres. À chaque fois qu'ils passaient, ils mettaient un coup sur la vitre. Je me disais, mais en fait, c'est sûr qu'elle va péter, quoi. Enfin, c'est pas possible. Et t'avais beau leur dire, ils s'en foutaient. Donc ça, on a mis du temps, on a mis 1 an. Aujourd'hui, on a une équipe qui est hyper solide et c'est exactement la même chose sur le reconditionnement. Au début, on a reconditionné, et ça a duré un petit moment. C'était nous qui reconditionnions dans des parkings. Ah ouais, ok. Donc en gros, on faisait livrer dans les parkings, on les lavait à la shampooineuse. Après, on s'est dit, attends, on va quand même aller dans les lavomatiques. Donc on faisait livrer dans les lavomatiques, on nettoyait, on faisait renvoyer, enfin on la débrouille, quoi. Et puis un jour, on a trouvé les bons prestataires. Comme on l'avait fait, on savait exactement quoi leur demander. On parle de fiches industrielles, nous. Puis après, on a itéré sur d'autres produits et pour améliorer le savoir-faire sans même le faire nous-mêmes. Donc développer ce réseau-là finalement de lavomatique, de reconditionneur. Aujourd'hui, c'est même pas un lavomatique, tu vois, c'est on a un stockage tampon à Argenteuil, collé à notre reconditionneur nettoyeur. Dès que c'est du reconditionnement qui est plus solide, on fait appel à des industries qui sont autres. Donc, tu vois, typiquement, un accoudoir cassé. Malheureusement, sur notre marché, c'est encore très difficile d'avoir accès à des pièces détachées. On défait l'accoudoir cassé, on l'envoie dans le textile et j'ai l'industrie textile qui me répare ces accoudoirs. Mes plateaux de bureau, quand c'est du lamellé-collé, donc c'est un type de bureau, je les envoie dans des menuiseries qui ont des boucles de 3 à 8 de ponçage et je leur dis, dès que ta machine elle a arrêté de tourner sur tes commandes, tu passes mes plateaux. Lui, il est ravi parce qu'en fait, sinon sa machine elle tourne à vide, il perd de l'argent. Moi, je suis ravi parce que en fait, c'est du stockage gratuit. Et l'un dans l'autre, en fait, c'est hyper viable économiquement et écologiquement. Donc, on est allé quand même un peu plus loin que le lavomatique aujourd'hui. Non, mais c'est bien d'avoir développé ce réseau-là. Mais c'est vrai qu'au début, quand tu démarres, tu sais pas forcément qui est fiable, qui ne l'est pas. Tu testes des prestataires, tu vois qu'il y en a qui manquent un peu de rigueur, et au moins ça te permet après de changer rapidement, de développer ton réseau de prestataires de qualité. Donc, il faut revenir toujours à ce truc de do things that don't scale. J'avais une salariée Ridesque qui est mon bras droit aujourd'hui, qui s'appelle Clara. Elle me disait tout le temps, mais on n'y arrivera jamais, ça sera jamais scalable. Et au fond, je pensais que oui, mais j'en savais rien. Et je lui dis, attends, déjà on fait ça là, on fait notre chiffre là-dessus, puis on se posera les questions après. En fait, ça l'était complètement. Et justement, déléguer, que ce soit prestataire externe ou même salarié, c'est un énorme enjeu pour tout entrepreneur, trouver des personnes de confiance. Ouais. Aujourd'hui, tu nous as parlé d'une salariée qui est Clara, qui est maintenant bras droit. Vous êtes combien dans l'équipe et à quel point c'est stratégique pour toi la question RH? En septembre, on sera 16. La question RH, mais pour toutes les entreprises, pour moi, est la question numéro 1. Bon, déjà, il y a un premier truc, j'avais dit ça dans un autre podcast et j'en suis convaincu. On passe 60% de notre temps à l'entreprise, c'est pas pour être avec des gens qu'on n'apprécie pas et des gens avec qui on n'est pas heureux. Enfin, en fait, finalement, on voit plus nos collègues que nos meilleurs amis. À titre juste humain, déjà, je trouve que c'est essentiel de créer une bonne ambiance et que les gens qui soient dans une entreprise s'apprécient. Une fois que tu as passé ce step-là, il y a une autre réalité que j'avais beaucoup entendue, mais au début, avec une interrogation, je me rendais compte que toutes les entreprises qui avaient réussi, le turnover, il avait été hyper faible les 10 premières années. Donc, j'avais un peu ce métrix en tête sans comprendre pourquoi. Mais en fait, c'est évident. Quelqu'un qui arrive, qui est bon, s'il reste 5 ans, mais ça sera un des meilleurs de ta boîte parce qu'il connaîtra tout sur la boîte, il aura une connaissance marché qui est exceptionnelle. Là où quelqu'un qui aurait été excellent jour 1 mais qui part au bout d'1 an,
Bah ouais, les premiers mois, il aura été bien meilleur que le bon, mais sa valeur ajoutée, elle aura été plus faible, quoi. Et puis par ailleurs, les gens excellents, sauf les perles rares, hein, sont aussi des personnes qui se font beaucoup chasser, qui apprécient de se faire chasser. Donc en fait, t'es jamais sûr de les garder, quoi. Donc nous, chez Ridesk, on a différents points là-dessus. Le premier, c'est qu'on dit souvent qu'on ne prend pas les meilleurs, même si on serait ravi de prendre aussi les meilleurs. Et je pense que dans la team, les gens sont devenus les meilleurs, et puis il y en a qui sont arrivés qui étaient déjà des gens excellents. On prend les plus engagés, avec l'idée que par un type de management que je développerai tout à l'heure, tu réussis à avoir des types qui vont tester plein de trucs, vont faire des erreurs, ils ont le droit à l'erreur, mais ils sont tellement engagés qu'ils vont pas la faire 2 fois. Donc en fait, c'est comme jouer à Mario, tu perds la première fois, mais derrière tu repères pas, et donc tu passes le step d'après, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à finir le jeu. Ce management, c'est lequel ? Nous, on parle beaucoup de management par projet, où en fait l'idée c'est de dire que même le stagiaire est manager d'autres personnes, donc de moi, Clara ou autres, sur des sujets bien précis. Donc en fait, t'es plus à penser la boîte sur une hiérarchie verticale, tu la penses beaucoup plus à l'horizontale, avec évidemment des personnes qui ont des sujets plus gros, donc qui s'apparentent à un directeur commercial, qui s'apparentent à un CTO, qui s'apparentent à un CEO. Mais pour autant, dans bien des cas, ces gens-là se feront manager par des plus jeunes ou des moins expérimentés. Ça donne envie de se défoncer dans son travail. Ça donne à titre perso de l'importance à ce qu'on fait. Donc ça donne envie de se dépasser. Et par ailleurs, les résultats, ils sont bien meilleurs. Et du coup, toi, au début, tu as fait les recrutements toi-même ? Moi-même. Le premier tour, c'est moi. Et en fait, à la fin, et là, on est en train de changer juste la dernière étape, le candidat, il a rencontré toute la boîte. Il me rencontre, il rencontre la personne qui est responsable plus ou moins du pôle qu'il va rejoindre. Il fait un cas pratique et derrière, il vient à un déj où il rencontre toute l'équipe. Ok, trop Pour voir cool. si ça fit. Et ça, je pense que, je suis de plus en plus à penser que le recrutement, on doit jamais le déléguer. Tant que le CEO incarne la boîte, c'est à lui de le faire. Hyper intéressant cette façon de manager. Pour le coup, c'est un énorme enjeu dans la gestion de patrimoine, le recrutement et le management. On a tous les deux expérimenté plusieurs structures, banques, cabinets. Et comme au final, un CGP, ça reste un sales. L'objectif, c'est de distribuer des produits financiers à des clients. Tu arrives dans une boîte, tu as envie de te donner à fond parce que tu as envie de remplir tes objectifs commerciaux. Puis après, tu commences peut-être des fois un peu à te désengager. Du coup, il y a du turnover. C'est assez compliqué. Et le management, comme tu es usé dans un cabinet, peut-être tu vas en créer un autre et tu reproduis. Toi, c'est un constat que tu as fait aussi Enfin, franchement, honnêtement, je suis convaincu que dans les boîtes, les fondateurs reproduisent ce qu'ils ont vu, sauf s'ils ont fait un travail en amont de se dire ah, j'ai pas aimé ça, vas-y, je vais faire autrement. Tu vois. Et donc, on a des marchés où objectivement l'ambiance est toxique dans la quasi-totalité des entreprises de ces marchés-là. Peut-être que la valeur ajoutée, elle n'est pas à proposer quelque chose de nouveau, elle est juste de proposer un nouveau type de management. On le voit dans les recrutements. De personnes qui ont déjà eu des grosses expériences, en fait, ils sont marqués sur leur manière d'avoir été managés, de manager. Et malheureusement, je pense qu'on vient d'un monde où c'est très descendant. Plutôt que de se dire qu'avec quelqu'un de plus jeune, tu peux avoir des échanges hyper riches, lui apporter beaucoup d'expérience, là où lui peut t'apporter du dynamisme, si tu en as besoin, ou en tout cas, ce qui est sûr, à notre époque, la connaissance de la tech. Nous aussi, je pense que nos générations, toutes les tech, on a quand même réussi à prendre le pas assez rapidement. On a grandi quand même avec des ordinateurs. Hein. Tu vois, je pense que nous, quand on aura 35-40, les mecs de 23, ils nous montreront des outils. On se dira, waouh. On est encore C'est jeunes, chouette. du coup on a pris la vague internet, mais la vague IA, Ouais, la vague il y en a qui l'apprennent il y en pas. a qui l'apprennent pas du tout, qui prennent un parti pris, non, GPT, non, ça m'intéresse pas. Et C'est vrai. là où les jeunes, eux, ils grandissent pas aujourd'hui avec internet, vraiment avec l'IA dans les mains, GPT, ils passent leur bac avec, des fois leur mémoire ou quoi, Ouais. c'est quasi 100% GPT. Donc c'est vrai qu'ils ont, comme nous à l'époque avec internet, grandi avec cet usage-là de l'IA plus prononcé. Après ça pose aussi des questions sur ce qu'ils savent faire réellement de leur côté sans cette IA-là, tu vois. Enfin, on voit que C'est juste. tout ce qui est l'écriture du français, on voit que ça s'est bien dégradé quand même, des erreurs d'orthographe ou de grammaire assez basiques. Enfin, ça a des impacts sur d'autres aspects forcément Ouais, non, c'est clair. de concepts plus scolaires, mais en tout cas c'est vrai que c'est un point intéressant. Et aujourd'hui, des mecs de 18-20 ans qui ont pris cette vague-là de l'IA peuvent largement apprendre, même à des mecs en fin de carrière qui n'ont pas forcément pris eux la vague internet, qui savent à peine se servir de leur ordi, envoyer un mail. Des fois pour certains c'est compliqué. Tu mets en face d'eux un mec qui a 40 ans de moins. Qui s'est pris la vague de l'IA, qui lui fait faire des agents ou quoi que ce soit, c'est sûr que c'est des profils qui ont rien à voir et l'un à apprendre de l'autre de la même manière, je pense. Tu vois, même à titre d'investissement, là on pourrait se dire non mais les générations d'avant, elles étaient stupides de ne pas faire all-in en bourse sur des compagnies qui profitaient du web à l'époque. Moi, par exemple, à titre perso, je ne suis pas surexposé sur l'IA. Malgré le fait que j'ai conscience
du potentiel. Donc ouais, je pense qu'aussi on aura un retard sur la génération qui arrive et pour qui l'IA est évidente déjà. Je pense que comme tu l'as dit, notre génération à nous, elle a déjà quand même, enfin la plupart sont quand même conscients des enjeux. Je considère que c'est pas encore trop tard pour rentrer dedans, mais il y en a déjà qui en effet ont fait le parti pris de se dire bah en fait non, moi, je suis job serveur de mon ordinateur, je suis coiffeur, je suis électricien, je suis truc, j'ai pas forcément besoin de l'IA au quotidien. Tu vois, c'est que les jobs manuels, je pense qu'ils ont un peu plus de marge de manœuvre que les jobs un peu intellectuels où là l'IA a déjà quand même une menace même aujourd'hui. Les jobs manuels, bon, t'es électricien, t'es peintre dans le bâtiment, quoi que ce soit, bon, tu te sens pas encore en danger quoi, mais c'est vrai que nos métiers, plus de... Et même ces métiers, enfin, en fait, le point, c'est pas est-ce que ton métier va être remplacé ou non, c'est plutôt comment aujourd'hui tu peux améliorer ta pratique. Et en vrai, enfin, je connais pas, mais très certainement qu'une boîte existe sur ce sujet-là. Apporter à des PME et TPE opérationnels, type électricien, plombier, l'usage de l'IA au quotidien, c'est sûr de, un, faire mouche, et deux, de créer du coup des activités beaucoup plus compétitives. Pour tout ce qui va être logistique, etc., je pense qu'il y a pas mal de points où ça peut le truc, mais l'opérationnel pur, c'est plus compliqué. Enfin, tu vois, par exemple, pour la logistique, certains points, je pense que ça peut servir, mais un mec dans le bâtiment, pour l'opérationnel pur, bah, il va quand même devoir porter son sac, truc. Ah, mais tu vois, Rides, c'est pareil. À la fin, t'as un mec qui démonte le meuble, à la fin, t'as un mec qui répare le meuble. Tu vois. Heureusement en fait. Et c'est ce qui est beau, justement, de pouvoir te dire que tu arrives à allier, tu vois, des pratiques de bureau avec un savoir-faire terrain. Juste, Ridesk, à la fin des fins, au-delà de la proposition de valeur, où est-ce qu'elle fait la différence? Elle fait la différence dans son organisation et dans la technologie qu'elle développe pour que le type il fasse 3 fois mieux son travail et 3 fois plus simplement. Non, tout à fait. Et tu vois, toi, là, tu as mis l'accent sur le recrutement, sur trouver les personnes qui fit bien dans les équipes et bien les manager. Dans beaucoup de cadres de gestion de patrimoine, le pôle RH, ça n'existe pas. Le pôle talent management, ça n'existe pas. Moi, j'ai talent manager à la SG, Société Générale. Voilà, ils allaient sourcer très très tôt les talents, ils les formaient en parallèle pour aller les positionner sur des postes stratégiques, etc. Et je pense que ça me manque dans pas mal de boîtes. Ouais, même plus actuel, avec tout ce qui est graduate programme, ce genre de cursus-là qui permet. Mais en effet, en gestion patrimoine, je pense qu'il y a un gros sujet de recrutement parce que ça dépend du modèle du cabinet. Tu as des modèles où la SG, typiquement, c'est une banque, c'est plus un modèle de salariat. En cabinet, souvent, c'est des modèles de mandataire. Tu vas recruter un mec que tu vas pas donner un fixe tous les mois en fonction de ce qu'il vend. Il va avoir sa rémunération en fonction de ça, en fait. C'est souvent, le plus dur, c'est de trouver des personnes. Et il y a des cabinets qui vont pas être si regardants que ça sur la formation, le cursus du mandataire, qui vont juste se dire, tiens, lui, il est partant pour démarrer l'aventure. Let's go, je lui file l'accès à mon offre, il vend, il prend son billet. Il vend pas, au bout de quelques mois, il va se fatiguer, il va prendre la porte de lui-même. Et en fait, ça encourage pas à fidéliser les mandataires, réduire le turnover, acquérir des talents, bien les chouchouter à l'interne pour les fidéliser sur 4-5 ans. La plupart des cabinets ne sont pas trop sur ce modèle-là. Et c'est pour ça que c'est un point qui est... Une bonne partie de l'ambition managériale et de recrutement de Rides qui repose sur le concept d'entreprise libérée. On se considère pas comme entreprise libérée. Mais tout ça est traité justement, ça qui est intéressant de pourquoi il y a une logique à pas mettre des bonus individuels, mais plutôt à la perte globale, au moins dans un premier temps dans ton entreprise. Comment tu fais pour que chaque employé se sente pas employé, mais associé, malgré le fait que en fait, le business qu'il apporte, il l'apporte pour le groupe, il l'apporte pas pour lui en solo. Donc assez intéressant aussi au regard de ce que vous racontez sur la gestion de patrimoine. Est-ce que c'est, dès le départ, ça s'était ancré dans le projet, cette manière d'organiser tes équipes, où il y a une erreur qui t'a fait prendre conscience qu'il fallait que tu t'attardes sur ce sujet rapidement? Avec le Covid, j'ai eu plus d'expériences professionnelles que ce que j'aurais dû avoir. J'ai eu 3 expériences professionnelles que j'ai appréciées. Si la vision managériale, je l'avais dès le départ. Elle venait un peu des 3 expériences que j'avais eues, puisque en fait dans mon cursus, j'ai eu l'occasion de faire 3 stages, notamment à cause du Covid. J'aurais pas dû en faire autant. Et les 3 étaient des super stages, je les ai adorés, mais les 3 étaient, c'est un peu dur, mais des catastrophes managériales et de recrutement. Donc j'ai eu une première expérience dans un cabinet de conseil en dette et trésorerie. À cette époque-là, je trouvais ça cool de pouvoir potentiellement faire du conseil à des pays et notamment conseiller sur des sujets de trésorerie à la Côte d'Ivoire. C'était une hiérarchie hyper verticale où en gros, si tu voulais être visible et écouté, il fallait que tu sois pote avec certaines personnes du cabinet, parce que je trouvais complètement affreux. Et ça amenait à des types qui ne foutaient rien dans le cabinet. Mais vraiment, et tout le monde le savait, mais ils étaient potes avec certaines personnes, donc tout le monde se taisait et les mecs continuaient à bosser. Je disais, ok, bon, affreux, mais jamais je veux bosser dans une boîte où il y a cette injustice. Après, j'ai eu une expérience en start-up où en fait le type, c'est tout l'inverse. Il était hyper ouvert, hyper sympa, mais jamais là.
Je checkais jamais mon travail, j'ai failli arrêter l'expérience en me disant mais en fait il me donne pas de travail, que j'ai finalement tourné en ah mais du coup s'il me dit rien, ça veut dire que j'ai le droit de faire ce que je veux. J'ai eu plein de rendez-vous avec plein de clients, j'ai fait plein de conneries avec sa boîte. Genre, le dernier mois il m'a dit mais t'as fait ça, t'es sûr qu'il fallait faire ça? C'est en Afrique du Sud, en gros je liais des magasins, des grossistes de supermarchés avec des magasins dans les bidonvilles pour leur éviter le double coût de la pauvreté parce qu'en gros les types dans les magasins dans les bidonvilles n'avaient pas de voiture donc ils achetaient dans les supermarchés, typiquement des couches. Il découpait le paquet de couches et il vendait les couches à l'unité. Donc le mec à la fin qui achetait dans le magasin de bidonville, il payait 3 fois le prix qu'il aurait payé s'il était à la ville. Et je me présentais comme head of sales et j'allais genre rencontrer tous les grossistes d'Afrique du Sud avec un niveau d'anglais médiocre. Et à cette époque-là, j'avais 22 ans, donc les types ils me voyaient par mail, ils pensaient que j'en avais 30. Clairement, ils me disaient au rendez-vous, mais c'était pas toi que j'attendais. Bref, et après, dernière expérience, fonds d'investissement, méga ambiance toxique. Un analyste, alors que franchement, il y en a certains, c'est encore mes potes. Un analyste qui, le vendredi soir, te disait à 18h, ouais, tu peux faire ce travail, s'il te plaît. Le lundi à 9h, il présentait ton travail en disant que c'était lui qui l'avait fait le week-end. Enfin, limite au niveau des femmes. Enfin, franchement, affreux, quoi. Et donc, en montant ma boîte, c'était aussi se dire, ok, je crée un environnement de travail qui est sain et porteur. Super, très clair. Bah écoute, très enrichissant. Maintenant, on va passer un peu à la structuration juridique de Ridesk. Qu'est-ce que tu peux nous dire finalement un peu sur comment tu as structuré ton activité? Et bah pas grand chose. Non mais le point qui est intéressant c'est moi j'avais vraiment peur de cet aspect juridique, le lien avec le public. J'avais peur de faire une erreur et qu'un jour la police arrive chez moi, me prenne tous mes meubles parce que j'avais pas fait telle bonne déclaration. Donc déjà la première chose, le premier apprentissage, c'est que on a la chance d'avoir dans les tribunaux de commerce d'anciens entrepreneurs. Ils ont conscience qu'on est en chemin pour apprendre. C'est une énorme force. Et donc, il ne faut pas avoir peur d'essayer, de demander. Et si on fait des erreurs, de dire bah, j'ai fait cette erreur-là, je suis désolé, je suis en train de la corriger. Est-ce que vous pouvez m'aider à la corriger? À part tes fêtes, globalement, sans me poser trop de questions, j'ai décidé de faire une SAS parce que c'était plus flexible, notamment au niveau de l'actionnariat. Pour tous les mouvements, où au début c'est moi qui déclarais ma TVA, c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. J'ai reçu des courriers de retard au départ, j'ai appelé le tribunal de commerce qui m'a aidé. Et après sur les gros mouvements capitalistiques, je me suis fait accompagner par des avocats, ça a une énorme force parce qu'ils pensent à des choses auxquelles on ne pense pas en termes de gouvernance et de revente. C'est justement là où j'allais en venir finalement parce que au démarrage tu t'es lancé seul, après tu as fait intervenir un associé au capital. Au niveau de la gouvernance, qu'est-ce qui a été mis en place potentiellement, je sais pas, des packs d'associés? Comment vous êtes mis d'accord un peu sur voilà, le rôle de tout un chacun, la répartition du capital? Comment ça s'est passé un peu ces discussions? Effectivement, pack d'associés. Là-dessus, je les remercie vraiment parce qu'ils avaient en face d'eux un enfant qui connaissait rien. C'est eux qui m'ont dit, je leur dis, ah mais je prends pas d'avocat, je vous fais confiance. Ils me disent, non, non, prends un avocat quand même. J'étais dans un mood qui était pas le bon, quoi. Effectivement, aujourd'hui encore, on a une relation qui est régie par le pacte d'associés, négociée notamment grâce à mes avocats. Ce qui est compliqué dans ce genre de mouvement, c'est que globalement, un actionnaire, ce qu'il veut, c'est que tu passes le plus de temps sur ton entreprise. Oui, il a mis des billes, mais il a conscience que ce qui créera de la valeur, c'est le temps que toi, tu passes sur l'entreprise. En fait, il a misé sur toi, il a pas mis sur un concept rapidement, mais il a pas mis de l'argent en bourse, quoi. Il a mis dans une boîte qui faisait rien et qui potentiellement, un jour, fera beaucoup, quoi. Donc, il faut réussir à négocier cette partie-là de, ok, du coup, si demain, je recrée une société avec Julien Dominguez, d'abord, d'un point de vue du pacte, est-ce que c'est ok? Si ça allait, combien d'heures j'ai le droit de passer sur cette société? Et ça a été assez complexe de trouver un accord, sachant que moi je me voyais avoir très rapidement des engagements dans beaucoup de sociétés là où ils ne le voulaient pas. D'accord. Ils ont plutôt gagné honnêtement. Parce que du coup, les intérêts souvent des investisseurs peuvent être contraires, au moins dans les premières années avec l'entrepreneur. Ça a été quoi, vous, vos zones où vous êtes rejoints et celles où il y a plus divergence? Pareil, autre truc hyper intéressant, c'était une habitude qu'avait Clément, mais qui était, je pense, la bonne. En fait, on ne faisait pas intervenir tout de suite des avocats, on créait un Excel, on mettait tous nos sujets. Ok, j'ai ça qui est important pour moi, ça, ça, ça. Et en fait, on prenait du temps de se questionner sur, ok, comment tu veux qu'on fonctionne sur la prise de décision? Comment tu veux qu'on fonctionne sur le choix des salaires? Je donne deux exemples, ça pourrait être plein d'exemples. On échangeait. Une fois qu'on estimait qu'on avait balayé tous ces sujets, là, seulement à ce moment, on faisait intervenir des avocats. Donc, c'est comme ça qu'on a fait. Nous, globalement, les points où on se retrouvait, c'était sur la liberté de l'entrepreneur d'un point de vue capitalistique. En gros, l'idée, c'était de dire, un mec, il est bon s'il est libre. Si tu le contrains à faire quelque chose, il va mal le faire. Donc, il faut que l'action, elle soit relativement liquide. Donc ça a un enjeu sur la valo, ça a un enjeu sur les droits à la vente. Donc ça, c'était le petit élément, je pense, où on se rejoignait pas mal d'un point de vue pure gouvernance et equity.
Ce qui était compliqué, parce que je disais, c'était le temps passé sur l'activité où ils sont vachement protégés. Au début, ils se sont énormément protégés aussi sur combien je pouvais me payer ou payer des employés. Ce qui, bon, enfin, moi, je trouvais ridicule parce que de toute façon, j'étais dans un état d'esprit où dès que l'écart de salaire soit faible. Donc en fait, ils me demandaient juste de les sonner dès que j'achetais quelqu'un qui était un peu cher. Tu vois, il n'y avait pas de risque de déboire. Donc ça, faut le présenter, recréer la confiance. Et comment ça s'est concrétisé? Parce que ça, on a pas mal étudié la question des pactes, mais ton niveau volume horaire, j'ai envie de dire, ton niveau d'engagement dans la boîte, au pacte, ça se concrétise comment? Ah bah concrètement, en fait, j'ai pas le droit d'avoir une activité secondaire sur laquelle je passe du temps. Ok. Alors à eux, libre à eux, enfin à eux de prouver que ça a été le cas si un jour ils veulent dénoncer le contrat. Maintenant c'est très clair quoi. Ok. J'ai le droit d'investir dans des projets, par contre mon temps homme il est sur Ridesk. Ok. Donc t'as quand même cette possibilité-là d'être au capital d'autres projets, mais de pas y consacrer de Ouais, ton temps bien libre, sûr. quoi. Enfin, ok. Très clair, très clair. Et si on parle un peu de la vision et de toi, ta stratégie d'exit potentiellement, parce que Ouais. au démarrage, t'as fait rentrer quelqu'un au capital avec la vision, l'ambition de sortir à horizon de 3-5 ans et d'être acheté le reste de départ. In fine, ça a été revu. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc, toi, t'es dans quel mood finalement de te dire, bah, est-ce que je suis en mode bâtisseur, Ridesk c'est mon bébé, je vais l'emmener pendant 10, 20, 30, 40 ans et je vais le développer le plus loin possible pour le céder le plus tard possible, ou alors te dire je vais faire prendre de la valeur à ce projet-là, là 2025 on va chercher les 2 millions de CA, Ouais. horizon 5 millions, horizon 2030 et là je céderai à ce moment-là. C'est quoi un peu ta vision par rapport à la sortie de ce projet? Bon, je suis pas catégorique. Là, c'est le premier truc. Ok. Ça évolue énormément. Je pense que c'est des questions qu'on se repose au fil des rencontres et aux évolutions personnelles. En l'état aujourd'hui, je suis plutôt à me dire qu'en fait, je réalise à quel point l'argent est une part importante de notre liberté et de l'impact qu'on peut avoir sur le monde. Et t'as des gens qui décident d'avoir de l'impact grâce à leur première boîte d'une manière positive ou négative, mais qui le font comme ça. Ce terrain, il finit Smartbox, il a l'argent pour faire tous les projets qu'il veut. Alors, il monte des fonds de deep tech, il est engagé plus ou moins en politique. En fait, Ridesk, on pourrait faire exactement la même chose. Ça peut être la Cashco qui me permet d'avoir mon association dans l'éducation pour réduire les inégalités dans les quartiers, notamment dans le 95. Ça peut être la Cashco qui me permet de créer l'école du réemploi. Ça, c'est 2 exemples. Mais en fait, une fois que tu as un projet porteur, tu peux faire pas mal de choses. Et aujourd'hui, c'est plutôt mon mood. Maintenant, j'ai conscience aussi qu'un groupe au sein du réemploi aurait beaucoup d'impact. Il est probable que quelqu'un arrive à le faire avant moi. Je serais pas gêné de le rejoindre. Ok. Parce qu'il y a des logiques synergiques qui sont énormes. Enfin, en fait, si tu envoies un camion pour récupérer du mobilier dans un bureau, ça n'a pas la même puissance que envoyer un camion qui récupère la moquette, le bureau, les écrans, l'électroménager, les cloisons, enfin qui récupère tout. Et ça, c'est qu'une toute petite partie de la synergie. Ok, très clair. Donc potentiellement rejoindre un projet encore plus gros lié au réemploi, mais te servir aussi de cette cash cow qui te permet de vivre au quotidien pour lancer d'autres projets. Ouais. Et du coup, t'aurais... Et c'est pas forcément que mes projets en fait, c'est des projets dans lesquels je crois, des projets de personnes qui ont participé à Ridesk. Finalement, c'est presque une forme de communauté sur laquelle en fait on se retrouve par des valeurs qui ont été validées déjà au début au recrutement, et après des valeurs au sein du projet de réduction de l'empreinte carbone, réduction des inégalités. Non, mais c'est très clair et ça permet de voir plus clair parce que du coup, toi-même, cette vision elle a dû évoluer en cours de route. Bien sûr. Forcément, quand tu avais en tête de sortir à 3-5 ans et maintenant que tu te dis, bah ça y est, en fait, maintenant j'ai récupéré le gros de mon equity, j'ai pas forcément d'intérêt. Enfin, si tu vois le potentiel, tu n'as pas d'intérêt à sortir maintenant. Et toi, comme moi, on vient d'un monde où au départ, quand on te dit 1 million, t'as l'impression que c'est beaucoup d'argent. beaucoup d'argent. Et c'est beaucoup d'argent, d'ailleurs. Inatteignable, complètement lunaire. Moi, je suis passé par cette étape-là, du coup, avec j'estimais que c'était malsain, mais cette envie de l'atteindre, pour aucune raison, parce qu'en fait, j'ai une vie hyper sobre. Ok, en fait, c'est atteignable. Qu'est-ce que ça change? Bah, pas grand-chose à ma vie. En fait, la seule chose, c'est que maintenant, je vais un peu plus au resto et que je prends un dessert quand je vais au resto. Est-ce que tu as d'autres envies? Bon, bah, pour moi, non. Ok, donc l'argent, ça sert à rien. Ah, dernier point. En fait, si, l'argent, ça te sert à plein de trucs. Ça sert tes idéaux. Non, en effet, toi, tu vois l'argent comme un moyen, un outil pour accomplir l'impact social et environnemental que tu veux avoir sur la société. Ouais. Donc, non, ça fait complètement sens et c'est très cohérent. Donc, c'est une manière très noble de voir l'entrepreneuriat parce que toi, tu as un style de vie assez sobre. Je considère que nous aussi, si tu vois, on n'est pas là à flex plus que ça, mais pour beaucoup, la fin en soi de l'entreprendre, c'est l'exit, c'est le gros chèque. Toi, tu as mis avant ça tes valeurs, tes principes. Voilà, je veux que mon projet il ait un impact social, un impact environnemental positif et tu as mis cette vision-là, ton projet au service de ta vision et pas l'inverse finalement. Ouais. Je trouve que c'est comme ça que tu crées aussi les plus beaux projets, ceux qui
font plus de sens et qui vont avoir le meilleur impact in fine pour. Je pense que tu as plus de déterre. Je pense aussi, c'est vrai que l'argent, ça va 2 minutes, mais au bout d'un moment, c'est pas concret, tu vois, là où l'impact positif sur ton environnement, tu le vois au quotidien avec tes salariés, tes parties prenantes de Ridesk, tu le vois vraiment, tu vois, donc c'est plus tangible, je pense, que le potentiel chèque que tu vas prendre le jour où tu sortiras, tu vois. Et du coup, là, on a parlé de monter en valo de Ridesk, etc. Est-ce qu'à l'inverse, il y a eu une erreur qui t'a coûté beaucoup? Moi, j'ai failli couler la boîte entre juin 24 et fin octobre 24. Ok, donc c'est assez récent. Ouais, bah, enfin, c'est assez récent, la boîte a 2 ans. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est à l'époque où, bah, là, on parle de 150 000 euros. Aujourd'hui, 150 000 euros, c'est un peu plus de la moitié d'un mois en chiffre d'affaires. Donc, ça me paraît pas dingue. Mais à l'époque, ouais, c'était énorme, quoi. Et en gros, on avait racheté un lot de cabines acoustiques. J'y connaissais rien. Classique, je me disais, ouais, c'est bon, je vais apprendre. Donc ça, c'est les petites box Voilà. de Exactement, mètres carrés. exactement, petites sonorisées. Ok. On en avait déjà installé, donc je me disais, bon, c'est bon, ça avait de la valeur. Je fais quand même un chèque qui est énorme à ce moment-là, même s'il y a toujours ce 30 jours. Sauf qu'en fait, ces cabines avaient de l'obsolescence programmée. Tous les joints étaient à usage unique. Donc, quand on se retrouve à les réinstaller avec notre installateur monteur de l'époque, ils n'y arrivent pas. Et en fait, j'avais en face de moi des mecs, et ça, je me rendais pas compte, complètement malhonnêtes, qui s'énervaient. Donc, ils insultaient les clients. Ils nous insultaient nous au téléphone. Ils nous demandaient de payer des prestations qu'ils ne savaient pas réaliser. Donc, en gros, au début, on a commencé à leur payer des prestations en disant que c'était fait, parce qu'on était dans un schéma de confiance, ce qui n'était pas le cas. Et en fait, très vite, je me retrouve avec des cabines vendues, non montées, avec 60 000 euros à payer. Et 60 000 euros, c'était le milieu. Ouais, franchement, c'était très très chaud. Enfin, c'était beaucoup d'argent pour l'époque. Yes. Et en fait, j'ai fait un kit ou double, où je me suis dit, ils nous menaçaient beaucoup au téléphone. Les clients, les l'installateur. prestataires. Les deux, mais surtout l'installateur, Ok. qui nous disait mais ces cabines elles sont immontables, j'ai demandé à tous mes confrères, vous allez pas y arriver, enfin il était dans cet esprit-là. À la suite de ça, quand il nous minait, il disait payez-moi. Et je sais pas, je me suis dit c'est pas sain comme situation, je mets une pièce qu'il est en train de me mytho quoi. Et effectivement il était en train de me mentir, puisqu'en fait j'ai appelé un fabricant de neuf, je lui ai dit écoute j'ai ce problème-là, un mec avec qui je m'entendais bien, est-ce que t'as quelqu'un à me conseiller? Et il me donne le contact de France Monte Meubles. Je fais le pari de me dire ok bah je transfère tout le mobilier chez France Monte Meubles pour qu'il arrive à les monter. Entre-temps, j'avais voulu acheter des joints à la marque qui me refusait l'achat des joints. Ok, Parce parce qu'en que fait, il veut que la seconde main meure. Ce fabricant voulait pas que la seconde main existe. donc dans la conception du produit, tu Il pouvais avait mis monter l'obsolescence et programmée. un démontant, c'est HS. Exactement. Je fais la commande par le distributeur de neuf qui lui pouvait la faire. Et donc là, je me dis c'est bon, c'est réglé. Et non, évidemment, il fallait qu'il y ait un truc en plus. Quand on a rapatrié les cabines acoustiques, je ne sais pas s'il a fait exprès, mais je pense que oui, l'installateur monteur ne sangle aucune cabine acoustique dans le camion. Donc quand le mec ouvre, t'as la moitié des cabines acoustiques qui sont genre cassées. On se retrouve à 4 petits Parisiens, parce qu'on ne faut pas se mentir, on est quand même un peu ça, même si on est un peu manuel. 2 jours dans un entrepôt avec genre de la neige dehors et commencer à geler dans les entrepôts, à faire du tri de cabine acoustique en disant ok combien on peut en sauver, machin. L'histoire qui se finit bien, le monteur réussissait effectivement à les monter, on a perdu un peu d'argent, mais au total finalement l'activité, enfin, cette opération on avait été bénéficiaire, donc super, mais ouais, très très gros coup de chaud. Et où justement c'était assez dingue parce que j'avais pas le droit de dire aux équipes que j'y croyais pas parce que eux n'y croyaient absolument pas. Et parfois j'ai appelé d'autres entrepreneurs en leur disant j'ai ce truc là mais je vais couler ma boîte, et les types me disaient mais accroche-toi parce que si vous y arrivez ça va créer de la confiance dans son équipe et ils se diront que rien ne peut les arrêter. Et en fait c'est hyper juste. Genre, une fois qu'on avait réussi, ils se disaient que, bah oui, qu'ils avaient vécu ça, il y avait rien de pire qui était possible. Donc, ça allait, quoi. Non, ça m'a le point bien, c'est Ouais. vrai que ce genre Mais c'était marrant. de petites frayeurs, ça permet aussi de créer des liens entre les différentes personnes de l'équipe, les parties prenantes. Tu as aussi fait le tri avec les malhonnêtes, qui ne voulaient plus bosser, sur lesquels tu as fait une croix, et t'en as qui ont essayé de te dépatouiller, et que tu as valorisé à ce moment-là, dire bah ouais, ce prestat-là, en fait, il met vraiment une vraie aide, et il faudrait qu'il fasse plus par lui peut-être à l'avenir. Donc, non, en effet, je pense que c'est un mal pour un bien défini. Exactement. Pour terminer, Jules, on va faire un peu les trois essentiels. Donc, finalement, pour en savoir plus sur toi, sur ta mentalité, sur ta vision, sur ta niche comme sur l'entrepreneuriat en général. Et donc, pour toi, finalement, si tu avais une compétence à choisir, à développer à tout prix, tu dois remonter 10-15 ans plus tôt, c'est quoi peut-être la compétence qui aujourd'hui te sert le plus et que tu aurais souhaité avoir avant? Bon, c'est une compétence, mais c'est pas un hard skills. Je pense que c'est vraiment être capable de demander de l'aide. Ok. En fait, je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs qui ratent parce que ils s'interrogent tout seuls sur pourquoi ça fonctionne pas, plutôt que d'aller toquer à la porte même d'inconnus en leur disant bah, j'ai ce souci-là,
de ce que je comprends, je pense que tu es déjà passé par là. Est-ce on peut échanger? Et ce qui est dingue, c'est que dans la communauté d'entrepreneurs, il y a une entraide qui est hallucinante. Enfin, moi, j'ai des mecs qui ont des énormes boîtes que tout le monde connaît, qui m'ont ouvert la porte sur ce genre de sujet. Donc ouais, je pense que c'est vraiment la qualité qu'il faut avoir en tant qu'entrepreneur, avoir l'humilité de pouvoir demander de l'aide. Ok, super. Maintenant, une erreur à éviter peut-être à tout prix quand tu lances ton projet. Il faut challenger ses croyances. Enfin, je pense que vraiment la Customer Discovery, elle a ça de fort de le mouvement et le chemin que tu vas prendre en tant qu'entrepreneur, c'est pas celui qui te semblait le bon a priori, mais plutôt celui qui te semble bon a posteriori après avoir échangé avec des centaines de personnes et qui seront tes clients. Non, mais en effet, c'est un point qui est vraiment pertinent parce que aujourd'hui, j'ai l'impression que l'entrepreneur, il est vu par tous un peu comme une personne qui a un peu la science infuse, qui se remet pas trop en question, qui écoute sa propre voix là, de l'intérieur, coûte que coûte, qui va pas forcément se remettre en question facilement. Et je pense qu'aujourd'hui, on a quand même besoin de mentors dans le business, on a toujours besoin de personnes qui passent par ce par quoi on passe aujourd'hui, mais qui l'ont fait il y a 5-10 ans, qui sont à une étape plus avancée dans l'entrepreneuriat et qui ont beaucoup de choses à apprendre et du temps à te faire gagner parce que ces erreurs-là qu'ils vont te conseiller de ne pas faire, peut-être que tu les aurais faites sans les avoir concertées et tu aurais perdu 6 mois dans ton développement, tu aurais perdu de l'argent sur la table que tu aurais laissé sur la table et ça t'évite finalement tous ces déboires, tu vois, de ne pas avoir honte d'aller toquer à une porte. Tiens, j'ai une question là-dessus, je pense que tu es bien qualifié au vu de ce que tu as déjà fait pour me guider, qu'est-ce que tu en penses, tu vois. Et je pense que ça demande beaucoup de sagesse, le fait d'être humble et de savoir se remettre en question et d'être conscient que la réponse elle est peut-être déjà quelque part en fait. Une compétence, ça présente peut-être une erreur que tu considères que vraiment c'est un truc qui t'a ralenti ou quelque chose qui t'a fait perdre du temps. Donc on a déjà fait, tu nous parlais un peu de l'erreur tout à l'heure avec les cabines insonorisées, mais peut-être une erreur à faire au lancement du projet que avec le recul tu n'aurais peut-être pas refait. Et c'est ce que je te disais un peu, mais je pense que c'est vraiment, faut challenger ses croyances. Pour la simple et bonne raison que l'entrepreneur, c'est pas celui qui achète, quoi. Donc très vite, on a envie d'aller dans un sens parce que ça nous plaît d'un point de vue technique, parce que par rapport à l'image que ça renvoie de nous, ou pour d'autres raisons. Et c'est une erreur qui est assez commune. Je pense qu'il faut toujours se demander, mais est-ce que ça vient de nous ou est-ce que ça vient d'une verbatim client post-rationalisée? Et donc aller se confronter très tôt Avec le marché, au marché tout pour le temps, en avoir son permanence. feedback. Très tôt et tout le temps en permanence pendant. C'est ce que font aux États-Unis, c'est quelque chose de hyper commun et je me souviens de cette parole, j'ai trouvé ça assez marrant. Le fondateur d'Amazon, qui n'est pas un exemple d'impact, mais on lui dit en 2005 ou 2010, c'est quoi votre boîte dans 10 ans? Donc, fondateur d'Amazon, énorme tchatcheur qui fait des blagues sur les plateaux télé. Et là, il bloque pendant genre 10 secondes. Et il dit, je sais pas vous dire où je vais. Ce que je peux vous dire, c'est que ça sera moins cher, plus rapide et plus simple. Et en fait, ça, c'est la verbatim client qui l'a sorti. Il sait pas encore comment ça va être, mais il sait ce qu'on lui a dit et comment il faut que ça évolue. Ce qui est assez fort, je trouve, dans l'état d'esprit. Au final, ça s'est accompli comme il l'avait en tête. Donc, ok, non, très clair. Tu as parlé finalement, au moment du pacte d'associés, chacun avait un peu ramené son avocat sur la table. Est-ce que tu aurais peut-être un autre moment, depuis la création du projet, où tu considères que c'est nécessaire, c'est clé de faire appel à des conseils aux dirigeants, que ce soit l'avocat, l'expert comptable, un notaire, un conseiller financier? L'intéressement au capital des employés. Donc chez Ridesk, je donne 20% de ma boîte en BSPCE à mon équipe, avec l'idée que j'ai pas des employés mais des associés. Par ailleurs, c'est un peu l'ironie de l'entrepreneur qui en fait fait croire qu'il est en train de monter une famille. Ça, c'est des verbatims que j'ai entendus dans le de start-up. Et en fait, le jour où il excite, il prend tout pour lui, il donne rien aux autres. Ce qui est dommage parce qu'en fait, il peut toucher 20% de moins, avoir toujours beaucoup d'argent, mais sauf que tous les autres qui ont touché 20%, ils peuvent s'acheter leur premier appartement, quoi. Et ça, pour le coup, c'est intéressant d'être accompagné parce qu'il y a toujours la petite bête à laquelle on pense pas, que des professionnels de ces secteurs vont penser quasiment immédiatement. Ok. Non, c'est vrai que tous ces sujets de structuration, des droits préférentiels sur les actions, c'est compliqué quand tu es tout seul de le faire. C'est un métier à part entière. Hein. Un avocat fiscaliste qui va t'accompagner là-dessus, voire un expert comptable potentiellement. Donc, c'est vraiment clé, notamment pour ces sujets-là, de comment je vais intéresser, même pour tous les sujets d'actionnariat salarié, derrière. Chaque année, au-delà de donner des BSPCE, tu vois, chaque année, dire, l'intéressement participation, tac, t'as le droit à temps, t'as le droit à temps. Objectif commun du groupe, tu vois, de ce que tu disais, c'est pas ton objectif perso qui vont être à accomplir, mais plus un objectif commun pour que chacun ait un peu la big picture de là où vous souhaitez aller. Mais en tout cas, en effet, pour intéresser un peu tout le monde à la progression commune du projet, je pense que c'est clé d'avoir une partie de son capital qui est détenue par les salariés. Très, très intéressant, Jules. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de professionnels qui nous écoutent. S'ils ont besoin de te contacter pour même tes services de mobilier, où est-ce qu'on peut te retrouver Déjà sur LinkedIn, Jules Préto, j'essaie de répondre le plus possible. Et sinon, sur le site directement rides.fr, sur la partie contact ou achat en direct.
Franchement, j'essaye le plus possible de répondre à l'ensemble des questions qu'on me pose et de prendre des appels pour les personnes qui essaient de monter des boîtes. C'est top, c'est bon à savoir. Écoute, encore une fois, merci à toi Jules d'être passé. Et puis, Merci de m'avoir invité. Et puis à très bientôt. Ouais, salut.